Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Chérifla Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Cérémonie de lancement des projets de formation de 600 jeunes en pisciculture, aviculture et embauche, placée sous la haute présidence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, accompagné de son collègue de l'élevage et de la pêche. Cet événement a réuni autorités politiques, administratives, chefs coutumiers et leaders religieux autour des cadres du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. La cérémonie a eu lieu le vendredi 14 juin au centre de formation agro-pastorale d'Adougara Nyetasoba de Dioliba. Nos envoyés spéciaux Samaïra Sanogo, Seydou Nyari. Ces projets de formation sont portés par l'Association pour la formation professionnelle, l'apprentissage et l'emploi des jeunes au Mali, AFP-AGM, et appuyés par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, avec une contribution de 90%. Il n'y a pas de doute qu'une jeunesse bien formée et insérée dans la vie active est la clé de voûte du développement économique et social, de la réduction du chômage et du sous-emploi. La situation est plus perceptible quand il s'agit de l'agriculture, monsieur le ministre, secteur prioritaire de l'économie parce qu'elle offre des perspectives d'emploi encore plus importantes pour les jeunes, la plupart sans qualification préalable en la matière. C'est fort de ce constat, monsieur le ministre, que le FAFPA a bien voulu donc apporter son appui technique et financier au projet de formation et insertion des 600 jeunes ici présents porté par l'AFPA-GM. Cette initiative, nous l'avons trouvée juste et pertinente, monsieur le ministre, parce que pour nous, elle cadre parfaitement avec les priorités des autorités que vous êtes, qui ont placé la formation professionnelle au cœur du processus de développement du pays. Les autorités administratives du cercle de Kati ont de vive voix apprécié l'initiative à sa juste valeur. Ils ont aussi saisi cette aubaine pour inviter les bénéficiaires à plus d'ardeur et de persévérance. Nous avons apprécié cette cérémonie à sa juste valeur. Pour qui connaît la période difficile, douloureuse que ce pays traverse à travers ces atrocités énormes dans les centres nord du pays, on n'avait pas pensé qu'on allait avoir une telle aubaine au sud du pays, dans la contrée comme le Mandé, qui est une vieille contrée. Donc vraiment, je ne peux que m'en réjouir. Représentant de l'État que je suis, on était en présence avec deux ministres, on a visité. On a cru entendre dans les livres, dans les journaux, dans les pages d'histoire que le Mali est un pays agro-pastoral. Mais ce que nous avons vu aussi aujourd'hui confirme cette donnée. Ce n'est pas du leurre, ce n'est pas du bluff. Le Mali regorge d'énormes potentialités. Nous avons vu un projet pharaonique gigantesque. Donc, en mémoire d'homme, je n'ai jamais vu un FAFA organiser une telle prouesse. Donc ça, c'est à l'honneur du directeur du FAFA, à l'honneur du ministre de l'Emploi, de l'élevage, sa collègue de l'élevage, à l'honneur du président de la République qui dit qu'il a placé son mandat dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dira dans son intervention que la situation préoccupante du chômage des jeunes interpelle tous et nécessite une prise d'initiative et de mesures idoines pour booster l'emploi des jeunes. Mon département encourage les projets de formation et insertion initiés au profit des 600 jeunes bénéficiaires. Aussi voudrais-je magnifier ici le management de la direction du FAFPA pour d'avoir saisi cette heureuse opportunité pour apporter son appui technique et financier aux promoteurs des 10 projets. Enfin, j'exhorte les participants à plus d'assiduité et de courage afin de mieux tirer profit de ces formations et de transférer les compétences acquises sur les activités professionnelles qu'ils vont créer. Sur ce, je déclare ouvertes les sessions de formation de l'association pour la formation professionnelle, l'apprentissage et l'emploi des jeunes au Mali, financées par le FAFA. Je vous remercie. Auparavant,
Une minute de silence avait été observée en la mémoire des victimes de Sobaneda, avant d'agrémenter la cérémonie par des prestations artistiques, des sketchs retraçant l'importance de la formation professionnelle et une visite des locaux du centre de formation agro-pastoral d'Adougara Nyetasoba de Djoliba pour sanctionner les travaux. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, la mairie de la commune 1 du district de Bamako a entrepris une activité de curage de caniveaux dans la dite commune. Le lancement s'est déroulé ce samedi 15 juin sous la présidence du représentant du gouverneur du district de Bamako. Reportage Abdul Karim Sako, Baba Keïta. Cette activité de la mairie de la commune 1 entre en parfaite ligne droite de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement. Elle concerne l'ensemble de la commune et va permettre le curage de 3200 mètres lunaires de caniveaux, c'est-à-dire les caniveaux des deux côtés de chaque axe concerné. Présidé par le conseiller aux affaires économiques du gouverneur du district de Bamako, l'activité a mobilisé l'ensemble du personnel des services d'assainissement de la mairie. Le curage est une activité qui contribue, n'est-ce pas, à lutter contre les inondations. Vous avez vu le 16 mai passé, ce qui s'est passé à Bamako avec tous les corollaires qui s'en ont suivi. Donc cette activité a été choisie, n'est-ce pas, pour servir de créneau d'information et de sensibilisation aux populations de la commune 1 surtout, mais parallèlement à toute la population du district de Bamako. Parce que ça contribue à l'assainissement de la commune non seulement, et puis ça permet de lutter contre les inondations. Quand on parle de l'assainissement, c'est le nerf de la guerre pour la santé. Donc je demande à tous les citoyens de changer de comportement, de cesser de verser les ordures dans les caniveaux au moment où il pleuvait. Une fois que les caniveaux sont bouchés, forcément il y aura l'inondation. Bon, pour éviter ça, vraiment je demande à nos populations de ne pas verser les ordures sur les collecteurs ni dans les caniveaux. Pour l'édition de cette année, la quinzaine de l'environnement, c'est du 5 au 17 juin et le thème officiel de cette 20e édition est la pollution de l'air ainsi que 25 ans, cultivons l'avenir ensemble. Pour le premier adjoint au maire de la commune, l'assainissement est et demeure une affaire de tous les jours, d'où son appel à l'implication de toutes les populations pour relever ces défis, notamment par le paiement des taxes. Toutes les dispositions ont été prises. On va curer en même temps ramasser. C'est ça le curage. Quand on dit curage, il faut curer et ramasser. Quand vous curez et vous laissez au bord des caniveaux, cela veut dire que le travail à faire à moitié. L'intention, c'est de curer l'ensemble et ramasser l'ensemble. C'est ça le curage complet. Pour mieux sensibiliser la population de ce que la commune est en train de faire. Sinon, c'est des activités périodiques qui se répètent chaque année, chaque début d'hivernage. Mais aujourd'hui, comme l'activité, la quinzaine est organisée au niveau du district de Bamako, nous avons décidé nécessaire de certaines activités que nous menons au quotidien, de les mettre vraiment dans le voyant de la population pour que vraiment ça sensibilise encore mieux la population. Le lancement de cette activité de curage des caniveaux se poursuit durant toute la quinzaine de l'environnement. Le pôle politique du consensus a tenu un meeting d'information ce samedi 15 juin au CRES de Badalabougou. Accord politique de gouvernance et la prorogation du mandat des députés ont été les sujets à l'ordre du jour. Le pôle politique de consensus soutient largement les actions du gouvernement pour une sortie de crise. Marietou Diallo et Draman Malé. Composé d'associations et de plus d'une centaine de partis politiques, le pôle politique du consensus au service de la nation soutient avec détermination les actions du gouvernement et bien sûr celle du président Ibrahim Boubacar Keïta. À la réunion du jeudi 30 que nous avions tenue avec M. le Premier ministre, à savoir le Dr Boubou Cissé au niveau de la primature, qui avait invité, interpellé les regroupements politiques et surtout toute la société malienne à vulgariser les idées et à soutenir un peu le processus d'accord politique de gouvernance que justement les uns et les autres avaient signé à cet effet, et également à parler de justement la prorogation du mandat des députés et également à la grande messe que les Maliens, sous en tout cas les impulsions de Monsieur le Président de la République, à savoir le Président Ibeka, souhaitent organiser le dialogue politique inclusif.
Donc notre regroupement a décidé, en tout cas, d'inviter nos militants, nos mandants, afin de pouvoir en tout cas nous soumettre à cet exercice. Lors de ce meeting d'information, il a été surtout question de l'accord politique de gouvernance comprenant 3 grands axes. Il s'agit de la sécurité, le dialogue inclusif et la réforme constitutionnelle, accord qui sera évalué au bout d'1 an. L'accord politique de gouvernance que nous avions nous signé prend en charge complètement tous ces aspects. Parce que nous sommes en phase avec le gouvernement, parce que vous savez, en signant cet accord, une des clauses, c'est le soutien au gouvernement. Et ce n'est pas un partage de gâteau, contrairement à ce que les uns et les autres pourront peut-être imaginer. L'accord est très clair par rapport à ça. Et en signant l'accord, ce n'est pas forcément d'avoir un poste politique, mais en signant l'accord, c'est s'engager, en tout cas, dans la nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance dont nous appelons de tous nos voeux, c'est d'apporter, en tout cas, des solutions, de proposer des solutions afin que, en tout cas, la thérapie consensuelle que nous sommes en train de vouloir administrer au Mali puisse être mise en place. Donc, à cet effet, aujourd'hui, ce n'est pas nos positions individuelles qui comptent. Ce que nous mettons en avant aujourd'hui, c'est le Mali. Et ce Mali que nous devons retrouver tous ensemble. Et je pense que le moindre mal aujourd'hui, c'est cela que nous devons en tout cas prendre. Et prendre ce moindre mal aujourd'hui, c'est d'aller en tout cas de commun accord. Et aujourd'hui, nous estimons que nous sommes des bons démocrates. Et dans une bonne démocratie, c'est la majorité en tout cas qui s'exprime. Et c'est le dictat de cette majorité. Et le dictat de cette majorité aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous soustraire de cela. Et nous estimons aujourd'hui que c'est main dans la main que nous pouvons avancer. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée pour le repos de l'âme des victimes de Sobaneda. L'actualité sur un tout autre plan, un cadre de vie assaini et émergent est l'aspiration de tout citoyen. En plus des autorités en charge des affaires communales, la concrétisation des objectifs du genre interpelle tout le monde. Quel doit être l'apport du citoyen lambda pour le développement stable et harmonieux d'une commune? Élément de réponse dans ce reportage de Samaïra Sanogo, Abdoulaye Sogodogo. Un cadre de vie idéal est un véritable facteur de développement au niveau local. Pour y parvenir, il faut l'implication de tous les citoyens. Le citoyen lambda a un rôle très important, sinon indispensable, dans le développement d'une commune. Cela dit, un adage dit qu'au lieu de se poser la question « qu'est-ce que moi, mon État a fait pour moi ?», il serait mieux que tu te poses la même question « et qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays ?» C'est ça le rôle d'un citoyen lambda. Dans nos communes rurales, vous savez, les ressources sont très minimes. La mairie est basée sur le paiement des taxes, notamment de la TDRL, que tout citoyen lambda doit s'acquitter pour contribuer au développement de sa cité. Le citoyen lambda a un rôle crucial à jouer. La mairie à elle seule ne peut absolument rien faire. Je prends tout simplement au niveau de la commune 2. Le rôle du citoyen lambda, c'est de veiller à payer d'abord les TDRL. Les TDRL, c'est les bras armés de développement d'une commune. Au niveau de la commune 2, quand on a fait un petit recensement il y a 5 ans ou 4 ans, les TDRL représentaient 7 milliards 200 millions au niveau de la commune 2. Alors imaginez-vous que tout le monde paye cette somme-là. En ce moment, le développement d'une commune est sur les rails. Le curage des caniveaux, la fabrication des caniveaux, le bitumage des routes, le pavage des routes, les écoles, tout cela rentre dans ce secteur-là. Tout le monde doit impérativement s'acquitter de la taxe de développement régional et local afin de s'attendre à un épanouissement harmonieux. Mais force est de constater le contraire dans ce secteur. Est-ce par méconnaissance ou par refus? Je dirais qu'il y a méconnaissance, il y a manque de confiance et il y a refus catégorique.
par méconnaissance, parce que nous sommes dans des communes rurales. Et quand quelqu'un qui se souvient de l'avènement en 91, on a crié haut et fort pour dire que ce qu'on dit en Bamananga, ni Songobina. Mais c'est la manière qui a changé. La TEDREL doit être payée normalement pour développer les communes. Donc dans ce cas, on peut dire que c'est par méconnaissance. Pour ça, il faut mieux sensibiliser cette population. Nous sommes dans une commune rurale, les ressources sont comptées. Il y a d'autres qui vraiment refusent parce que pour eux, la mairie ne fait rien. La mairie ne fait rien pour eux. Refus et méconnaissance. Je connais, je ne paye pas. C'est tout. Donc, nous allons continuer, nous, à nous battre. Aujourd'hui, on a essayé d'inventer des choses pour que la TEDREL soit un peu payée. Au niveau de notre budget, la TEDREL fait bel et bien face, c'est bel et bien dans notre budget. Mais malheureusement, nous ne sommes pas autant colons où on va dire qu'impôt ni sont des loups. Non, mais c'est pas ça. C'est le nom là, c'est la TEDREL. C'est la taxe de développement local et régional. Donc, c'est là de payer. Mais malheureusement, c'est dans toutes les communes, personne ne paye. Les autorités locales sont à pied d'œuvre quotidiennement pour offrir un cadre de vie propre aux citoyens. Pour maintenir ce élan de développement, elles attendent impatiemment l'apport de tout un chacun. Récemment, j'ai échangé avec tous les chefs de village pour leur dire que je suis en train de venir. Je viendrai vers eux pour leur demander de payer les TEDREL. Les rôles étant déjà faits, tout est mis en œuvre par rapport à la commission économique et financière. Donc je viendrai et je leur demanderai de payer la TEDREL. Parce que pour moi, normalement, le manque de confiance qui est dans certaines communes, chez nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous, on a prouvé à cette population-là qu'on a commencé à travailler sans leurs centimes, sans leur TEDREL. De toute évidence, chacun doit s'acquitter correctement et entièrement de ses devoirs civiques afin de contribuer à la construction nationale. L'actualité africaine et internationale est commentée par Abdul Karim Sako. Les forces de l'ordre sénégalaises ont fait usage vendredi de gaz lacrymogène à Dakar pour disperser des manifestants exigeant la transparence sur des contrats portant sur l'exploitation des réserves en gaz et en pétrole du pays, entachés de corruption selon la BBC. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait affirmé la décision de son prédécesseur Abdoulaye Wade d'attribuer l'exploitation des 2 champs pétroliers et gaziers à Petrotim, société de l'homme d'affaires australo-ourmais Franck Timis, au cœur du scandale qui secoue le Sénégal depuis la diffusion d'un reportage de la BBC le 3 juin. Selon la chaîne britannique, cette société a versé 2 ans plus tard une prime secrète de 250 000 $ au frère de Macky Sall, Aliou Sall, actuel président de la Caisse de dépôt et consignation CDD, le maire d'une commune de la banlieue de Dakar, ce que celui-ci a formellement démenti. L'ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, dont il est un proche, Abdelmalek Saleh, a été écroué jeudi par un juge d'instruction après son audition dans le cadre d'enquête anticorruption, ont annoncé la radio et la télévision nationale. De nombreux médias privés algériens ont également fait état du placement en détention de M. Selal. Selon la télévision nationale, le président du mouvement populaire algérien, petit parti membre de l'alliance présidentielle ayant soutenu M. Bouteflika, Amara Ben Youssef, plusieurs fois ministre entre 1999 et 2015, est attendu à son tour par le juge d'instruction de la Cour suprême. Un émissaire américain doit rencontrer jeudi le chef du conseil militaire de transition à Khartoum et des diplomates de la région pour favoriser la reprise des pourparlers entre les généraux soudanais et la contestation qui réclame toujours un transfert du pouvoir aux civils. Washington, qui a toujours appelé à un transfert du pouvoir aux civils, a nommé un émissaire spécial sur la crise soudanaise, l'ex-diplomate Donald Booth, qui est arrivé mercredi à Khartoum avec le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy. M. Booth doit discuter dans la journée avec le général Abdel Fattah al-Burhan,
chef du conseil militaire, pour trouver une solution politique et pacifique à la crise, a indiqué Washington. En Mauritanie, la campagne présidentielle bat son plein. Dimanche 22 juin, les Mauritaniens éliront leur nouveau président qui succédera à Mohamed Ould Abdelaziz, qui dirige le pays depuis près de 13 ans. Pour ces scrutins, l'Union européenne n'enverra pas des missions d'observation, mais des experts seront présents. La participation de l'Union africaine, quant à elle, reste en suspens. C'est donc la société civile qui aura la charge d'observer la transparence de ces scrutins. La question de la fraude a déjà agité la campagne, notamment avec une polémique autour de l'imprimerie qui fournira les bulletins de vote. Une trentaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés dans le nord du Bénin, où les partisans de l'ex-président et opposant Boni Yayi ont monté des barricades et où la police a tiré à balles réelles, a affirmé dans la nuit de vendredi à samedi le ministre de l'Intérieur. À Tchaourou, ville d'origine de Boni Yayi, des groupuscules ont fait usage de fusils artisanaux et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents, a affirmé le ministre de l'Intérieur Saka Lafia, ajoutant que le calme était revenu. Selon un témoin sur place, les habitants ont fui la ville pour se réfugier dans des villages aux alentours. Des informations démenties depuis avaient fait état de morts parmi les manifestants jeudi et plusieurs personnes sur place ont affirmé à l'AFP que la police avait tiré à balles réelles. C'est sur ces notes que se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.